Amandine, 24 ans, est une jeune artiste peintre pleine de rêves et d'ambition. Elle mène une vie simple et paisible, se concentrant sur ses toiles et ses projets d'exposition. Un jour, lors d'une soirée organisée par une galerie d'art, elle rencontre un homme qui semble sortir d'un autre monde. Il s'appelle Vincent. Il est charismatique, mystérieux, et la passion qu'il dégage semble l'attirer irrésistiblement. Leur rencontre est rapide, presque électrique. Les yeux d'Amandine s'illuminent lorsqu'il la complimente sur ses œuvres. La conversation s'intensifie, et très vite, une connexion se tisse entre eux. Vincent, avec sa voix douce et ses gestes calculés, l'amène à lui faire confiance, presque immédiatement. Au fil des semaines qui suivent, Vincent devient une présence régulière dans la vie d'Amandine. Ils passent du temps ensemble à discuter de l'art, de la vie, et de tout ce qui les passionne. Pour Amandine, il semble être l'homme parfait, celui qu'elle attendait sans même le savoir. Mais sous cette façade charmante et séduisante, Vincent dissimule un côté sombre. Il commence à l'isoler doucement de ses amis et de sa famille, à jouer sur ses insécurités. Amandine, aveuglée par ce qu'elle perçoit comme un amour naissant, ne se rend pas compte des subtilités de son emprise. Pourtant, des signes commencent à apparaître. Des comportements de plus en plus possessifs, des demandes de plus en plus déraisonnables. Il la pousse à confier ses rêves les plus intimes, à lui livrer des parties d'elle-même qu'elle n'a jamais partagées auparavant. La jeune artiste, aveuglée par son amour, accepte tout, croyant que c'est ainsi qu'une véritable relation doit fonctionner. Un soir, après une soirée où ils avaient bu un peu plus que de raison, Vincent l'invitait chez lui. Elle hésite un instant, mais son cœur bat plus fort à la perspective de cette soirée intime, loin de tout regard extérieur. Lorsqu'ils arrivent dans l'appartement de Vincent, l'ambiance est étrange, comme si quelque chose n'allait pas. Il lui propose un verre, qu'elle accepte. Mais peu à peu, son corps devient lourd, sa tête se fait plus lourde, et des images floues se mélangent. Elle perd connaissance. Quand elle se réveille, elle est seule dans le noir, enchaînée à une chaise, terrifiée. Vincent se tient devant elle, son regard froid et impitoyable. Le choc est total. Amandine comprend immédiatement ce qui s'est passé, mais ses yeux cherchent à comprendre, est-ce vraiment lui? Ce Vincent qu'elle croyait être l'homme de ses rêves? Il la regarde sans la moindre pitié, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Il lui dit calmement qu'il n'avait jamais eu l'intention de l'aimer, que tout cela n'avait été qu'un jeu pour lui, une manière de faire tomber les femmes dans ses griffes. Elle est une autre conquête dans son tableau de manipulation. Elle tente de se libérer, de crier, mais la peur et la douleur la paralysent. Elle comprend alors l'ampleur de la situation, la profondeur de la manipulation dont elle a été victime. Elle réalise que son « amour » n'était qu'une illusion, une construction perfide. Lorsque l'enquête commence, l'inspecteur Bernard, chargé de l'affaire, plonge dans un monde de tromperies et de secrets. À mesure qu'il recueille les témoignages, il découvre un schéma répétitif. Vincent est un homme respecté dans la société, un séducteur qui a tout pour plaire, un charisme qui masque son côté prédateur, un emploi stable, une réputation irréprochable. Il a déjà fait des victimes avant Amandine, mais il reste invisible, insaisissable. Le détective découvre que Vincent choisit ses victimes en fonction de leur vulnérabilité, jeune femme pleine de rêves, naïve, et prête à tout pour l'amour. Il manipule, puis brise. Il est un chasseur, elle, une proie. Amandine, brisée mais déterminée à se relever, participe à l'enquête, mais elle se retrouve prise dans un dilemme. Le détective Bernard, profondément marqué par l'histoire de la jeune femme, commence à se rapprocher d'elle. Il la trouve admirable dans sa force, et un lien étrange se forme entre eux. Mais Amandine, encore profondément marquée par ce qu'elle a vécu, se demande si elle est capable de faire confiance à nouveau, même à quelqu'un comme Bernard. Son cœur est déchiré entre sa douleur, la peur de revivre une situation similaire, et l'espoir d'un possible amour réparateur. Le détective, quant à lui, se sent pris au piège de ses propres sentiments, conscient que toute relation avec Amandine serait entachée par ce qu'elle a vécu. Les mois passent, l'enquête progresse lentement. Vincent est difficile à cerner, toujours un pas en avant de ceux qui cherchent à le capturer. Mais lorsque les preuves s'accumulent et que les victimes parlent, un portrait de ce prédateur se dessine. Cependant, les indices qui mènent à lui sont aussi flous que les souvenirs d'Amandine elle-même. Lorsqu'il est enfin arrêté, c'est dans une ambiance lourde, marquée par la confrontation finale. Mais même dans la cellule de détention, Vincent ne montre aucune culpabilité, se contentant de regarder Amandine d'un air suffisant, presque amusé.
Le spectateur est laissé dans l'incertitude, Amandine parviendra-t-elle à se reconstruire? Le détective Bernard est-il la clé de cette reconstruction, ou est-il, lui aussi, pris dans le piège de la manipulation? Après l'arrestation de Vincent, la vie d'Amandine prend une tournure complexe. Elle est saluée pour son courage, mais cette reconnaissance publique lui semble vide face à ses blessures internes. Les cauchemars continuent de hanter ses nuits, et chaque geste de gentillesse, même venant du détective Bernard, lui semble suspect. La peur et la méfiance deviennent ses compagnons constants. Elle entame une thérapie, où elle explore ses sentiments de culpabilité et de trahison. La thérapeute lui explique qu'il n'est pas rare pour une victime de se sentir responsable, même lorsqu'elle est clairement innocente. Mais Amandine lutte pour accepter cette vérité. De son côté, Bernard reste impliqué, pas seulement comme enquêteur, mais aussi comme un soutien discret. Il continue de vérifier comment elle va, parfois de manière professionnelle, parfois plus personnelle. Il lui parle de ses propres blessures, non pas pour susciter de la sympathie, mais pour créer un pont d'humanité entre eux. Il lui avoue qu'il a perdu une sœur dans des circonstances similaires, et que son dévouement à résoudre des affaires de ce genre n'est pas uniquement professionnel, mais aussi personnel. Ces confessions créent une ouverture entre eux, mais elles rendent aussi la situation plus délicate. Amandine est troublée par cette proximité, hésitant à croire que quelqu'un pourrait l'aimer ou la comprendre après ce qu'elle a traversé. Dans un moment de vulnérabilité, Amandine se rend dans son ancien atelier, là où elle peignait avec passion avant que Vincent ne vienne perturber sa vie. Elle trouve une toile inachevée représentant une silhouette floue, une œuvre qu'elle travaillait au moment où elle a rencontré Vincent. Elle décide de reprendre cette peinture, mais cette fois, elle transforme la figure en un monstre grotesque, exprimant sa rage et sa douleur à travers les coups de pinceau. Pour la première fois depuis l'agression, elle ressent un sentiment de contrôle. Ce tableau devient un exutoire pour elle, une manière de canaliser sa douleur dans quelque chose de tangible. Cependant, une ombre plane toujours sur sa vie. Avant son arrestation, Vincent avait laissé entendre qu'il connaissait encore des secrets sur elle, des détails qu'il pourrait utiliser pour la briser à nouveau, même depuis une prison. Ces mots continuent de résonner dans son esprit, semant le doute et l'angoisse. Amandine commence à recevoir des lettres anonymes, des messages énigmatiques qui semblent venir de lui ou de quelqu'un dans son cercle. La peur refait surface, et elle se demande si elle sera jamais libre de son influence. Bernard, qui surveille la situation, tente de la rassurer, mais même lui ne peut ignorer le sentiment que cette affaire n'est peut-être pas totalement close. Lors du procès, Amandine se tient face à Vincent pour témoigner. C'est un moment de confrontation puissant, où elle trouve la force de décrire ce qu'elle a vécu. Elle regarde Vincent droit dans les yeux, mais au lieu de la peur qu'il espérait voir, il est confronté à une femme en pleine reconstruction. Son témoignage est un tournant dans le procès, mais aussi dans sa vie. Bien que Vincent soit condamné, Amandine sait que la justice légale ne suffit pas à réparer son âme. L'histoire se termine sur une scène où Amandine ouvre son atelier au public pour une nouvelle exposition. Ses toiles sont différentes, sombres, puissantes, mais remplies d'une émotion brute. L'une d'entre elles attire particulièrement l'attention, un portrait de Vincent, non pas comme elle l'a connu, mais tel qu'elle le perçoit désormais, un être insignifiant et pathétique. Bernard est présent, observant de loin, respectant son espace tout en étant là en cas de besoin. Alors qu'elle échange avec les visiteurs, Amandine réalise qu'elle a encore un long chemin à parcourir, mais qu'elle n'est plus définie uniquement par ce qui lui est arrivé. La narration s'arrête avec une dernière réflexion pour les auditeurs. La justice et la guérison sont-elles vraiment possibles, ou sont-elles simplement des illusions que nous poursuivons pour survivre? Quelle serait votre définition de la justice dans une telle situation?